Et c'était le 20 mars 2020, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Des velléités de hausse des prix des produits céréaliers sont apparus dans un certain nombre de marchés de Lomé, notamment celui d'Adi Dogomé, où le bol de maïs de 2,5 kg est passé subitement de 400 francs à 700 francs. Je dirais même que le samedi 21, dans la soirée, le prix du bol de 2,5 était à 800. Donc par rapport à cette situation, et pour éviter qu'elle ne se généralise sur l'ensemble des marchés du territoire, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo a pris un communiqué le 23 mars, c'était un lundi, pour annoncer l'ouverture officielle des points de vente sur l'ensemble du territoire national. L'objectif visé, c'est de juste juguler cette flambée qui est née de la suite de la pandémie qui menace le monde entier. Et nous avons insisté que sur les points de vente, le respect des mesures barrières était de rigueur, c'est-à-dire que les points de vente devaient scrupuleusement respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement togolais. Et là, je précise qu'au niveau de Lomé, nous avons mis au point 7 points de vente, si je peux m'exprimer ainsi. Je peux me permettre de les citer. Nous avons le tout premier point qui est le grand magasin de Lansat, le magasin de 3000 tonnes situé derrière le lycée technique d'Adi Dogomé. Et nous avons le magasin de Lansat d'Agoué. Il est situé non loin du marché d'Agoué. Le magasin de vente de Togolikope, au fait, c'est l'ancien site de Togo Grain. C'est dans le quartier Togolikope. Et nous avons mis en place, ou du moins nous avons ouvert des boutiques pour faire des ventes de proximité dans les quartiers. Je peux vous citer la toute première boutique qu'on a créée à Adetikope, à côté du CG d'Adetikope. Dans le quartier Kégué, nous avons aussi une autre boutique là-bas, non loin de la clinique Siliadin. Et puis à Baguida, on a aussi créé une boutique à côté du lycée de Baguida, sans oublier la boutique située dans le quartier Léo 2000. Donc c'était les 7 points qu'on a ouverts et qui marchent jusqu'à présent, qui fonctionnent. Mais parallèlement à ça, nous faisons une veille des prix pour voir si d'aventure certains quartiers pouvaient connaître aussi la création des boutiques. Mais pour le moment, comme la situation est totalement sous contrôle, on aura le temps d'en discuter. Nous sommes arrêtés à ces 7 points pour ne pas aussi influencer les acteurs du secteur informel, notamment les femmes qui ne vivent que du commerce des produits vivriers. Donc il faudrait aussi tenir compte de ce paramètre. À l'intérieur du pays, nous avons les directions régionales qui ont mis aussi à la disposition des populations des différentes préfectures des stocks de sécurité. C'est à travers les points de vente qui se retrouvent autour des grands magasins. Quand vous prenez à Tapamé le silo, c'est même le nouveau magasin de 3000 tonnes, il y a un point de vente, sans oublier le point de vente de Yatro, c'est autour des magasins. Et nous sommes en contact aussi avec les préfets. Il y a certains préfets qui ont fait la demande et pour qui on a mis des volumes de stock à leur disposition pour la vente des produits dans les préfectures qui en ont fait la demande. Nous avons, ça c'est à titre d'information supplémentaire, il y a certaines mairies aussi qui en ont demandé. On en a
créé un point de vente. On a créé un point de vente dans la commune de Lomé ici. Je crois que c'est la commune 3 à Dewi, sur la demande du maire. Donc on a aussi un point de vente et puis nous sommes en contact avec les communes. Voilà ce que je peux dire concernant la toute première question. Voilà, merci mon colonel. Alors nous allons, puisque nous savons le Togo est frappé, on va le dire, on vient justement d'apprendre de nouveaux décès avant qu'on rentre justement avec vous. Aujourd'hui, en quoi ces points de vente, ces opérations concrètement devront soulager la peine des populations togolaises? D'abord, juste après, comme je le disais, les 1 mois de vente, nous avons constaté que la tentative de hausse des prix, elle a été enrayée, surtout à Lomé. À l'intérieur, on n'a pas connu des cas pareils, mais c'est aussi une contagion, si je peux me le permettre, quand on laisse une partie du territoire agir en faisant installer une hausse artificielle des prix sur la base d'une pénurie artificielle. C'est un courant qui s'installe progressivement. En tout cas, c'est ce que nous avons connu en 2005 et 2008. Donc la réaction prompte du gouvernement a permis de juguler en moins d'une semaine cette velléité de hausse, si bien qu'actuellement, sur l'ensemble du territoire national, nous avons une parfaite stabilité des prix. Donc le premier résultat, c'est justement la mise à terme à faire. On a mis terme à la spéculation. Ça, c'est le premier résultat. Et le deuxième résultat, c'est l'assurance au niveau des consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs, d'abord, éprouvent un grand soulagement par rapport aux prix qui sont accessibles à tous. Mais au-delà de ça, c'est cette assurance qu'ils ont du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils savent que le gouvernement suit de près non seulement la disponibilité des produits, mais leur accessibilité sur l'ensemble du territoire national. Et ça, c'est une bonne chose. Quand vous avez une population qui est confiante dans les actions du gouvernement, on ne peut pas souhaiter une meilleure chose que cela, surtout dans cette situation très tendue où la pandémie fait plusieurs milliers de morts. Et ça, vous l'avez souligné. C'est l'occasion pour moi aussi de rendre un vibrant hommage au chef de l'État pour les mesures fortes qu'il a prises pour gérer cette situation à laquelle aucun pays aucun pays n'était préparé. Vous prenez même les grandes puissances, c'est le désarroi. Et quand vous comparez les ratios du nombre de morts en Afrique et particulièrement le Togo et ce qui se passe ailleurs, nous disons, comme je le disais, un grand merci au chef de l'État et puis nous rendons grâce à Dieu pour cette, je dirais même, bénédiction qu'il a donnée pour le Togo. On a des morts, certes, et c'est l'occasion ici pour moi d'exprimer toutes nos compassions aux familles éplorées et soutenir en même temps les actions du gouvernement, et surtout en encourageant le corps médical à continuer le beau travail que le corps médical est en train de faire. Pourquoi même moins de victimes et prier que rapidement la pandémie passe pour qu'on puisse relancer la machine économique de notre pays. Alors justement, est-ce que sur le terrain, après avoir déployé ces actions gouvernementales, est-ce que vous avez le sentiment que les populations ont accueilli favorablement l'initiative? Quels sont les retours que vous avez? Je l'ai dit tantôt, une très belle appréciation de la population sur la réaction prompte du gouvernement. Le deuxième point, c'est justement l'assurance donnée par le gouvernement à travers les opérations de vente des stocks de sécurité. C'est cette assurance que le gouvernement togolais donne aux populations que, vous voyez, elle a toute la situation en main pour garantir non seulement la disponibilité des produits sur l'ensemble du territoire, mais aussi l'accessibilité à des couches vulnérables. Et c'est pour cela, je voudrais encore dire aux consommateurs de respecter, en tout cas c'est une occasion que nous voulons saisir puisqu'on le fait avec les producteurs,
Nous avons la deuxième composante du Togo, c'est les consommateurs. Il faudrait que les gens respectent à la lettre les mesures barrières pour qu'on puisse rapidement chasser hors de nos frontières cette pandémie qui ravage la planète. Alors, beaucoup de Togolais, sinon en ce qui concerne l'opinion, beaucoup ont pensé que vous auriez pu quand même distribuer gratuitement ces denrées mises en vente plutôt que de les mettre en vente. Est-ce que ça devrait être possible? Sinon, pourquoi ce n'est pas fait? Je voudrais juste rappeler que dans le cadre de la prise en compte des préoccupations des couches vulnérables, le gouvernement togolais a mis en place des organes de soutien à l'endroit de ces couches déshéritées. Je peux vous citer la NPC, l'Agence de solidarité nationale. Je peux aussi vous citer l'ANADEB. Je crois que c'est des organes qui, en cas de nécessité, fournissent des appuis multiformes aux populations cibles. En tout cas, on a des exemples vivants. Je vais même citer le tout récent, et surtout avec cette menace de la pandémie. Nous savons tous que le village Kouvom, qui est situé à 18 km à l'ouest de Sokodé, a été échaudé par une propagation entre guillemets de ce virus dans le milieu. Il y a eu des populations qui ont été infectées par le virus et le gouvernement a pris des mesures, comme je le disais, pour circonscrire le mal. Mais au-delà de ça, il y a eu un appui conséquent qui a été apporté par le gouvernement à travers la NPC. Il y a eu des dons en vivres et non-vivres. Le gouvernement a mis des moyens financiers pour mobiliser les vivres et je dirais même les consommables pour soutenir justement cette population à l'ouest de Sokodé. Mais ce que je voudrais dire, l'ANSAT a plusieurs missions, dont la plus principale c'est la régulation des prix sur les marchés du territoire national. Néanmoins, au-delà de cette mission fondamentale, l'ANSAT travaille en bonne intelligence avec les organes de soutien aux couches déshéritées pour gérer le cas de sinistre, de catastrophe ou de pandémie comme c'est le cas actuellement. Donc si on vous a bien suivi, est-ce que cela voudrait dire que l'action caritative ne fait pas partie des prérogatives de l'ANSAT, surtout en cette crise sanitaire? Oui, naturellement, comme nous sommes dans un État organisé, une république qui fonctionne à merveille, donc il appartient à chaque structure de rester dans son rôle. Mais comme on a cette interaction gouvernementale, il n'est pas exclu que l'ANSAT vienne aussi en soutien des pauvres à travers les structures que le gouvernement a bien voulu mettre en place. Alors beaucoup ont évoqué les prix. Est-ce que les prix de vente de ces produits actuellement sont les mêmes ou ils ont été revus relativement à la situation? Je voudrais faire un rappel. C'est que juste après les crises de 2005 et 2008, l'ANSAT, dans son rôle de régulation, n'a plus organisé une campagne de vente d'envergure nationale des produits céréaliers. Et ceci, c'est le souci que le gouvernement a de préserver les activités de tous les acteurs, y compris les acteurs du secteur informel. Vous savez que ce secteur est majoritairement composé de femmes et c'est elles qui alimentent les marchés de Lomé à Saint-Cassé. Ce serait peut-être fouler aux pieds leurs intérêts si l'ANSAT se transformait en une structure commerciale qui certes mobilise les stocks auprès des paysans mais qui les engage sans aucune analyse du comportement des prix sur les marchés. Autrement dit, si on rentre dans ce système de fonctionnement, nous allons tuer les initiatives privées. C'est pourquoi nous avons je dirais, des organes de suivi des prix. Et cela se traduit par l'élaboration des mercuriels que nous renseignons. Et en fait, c'est des prix qu'on renseigne. Nous avons des collecteurs de prix sur l'ensemble du territoire qui nous renseignent jour après jour
de l'évolution des prix. Si on estime que les prix qui sont appliqués de Lomé à Saint-Cassé ne dépassent pas un seuil alarmant, il n'y a pas de raison d'engager les produits sur les marchés. Donc nous gardons les stocks dans les magasins qu'on entretient. Ça peut même faire 3 ans, 4 ans, 5 ans. On a connu des stocks qui ont fait 6 à 7 ans. C'est justement pour préserver les intérêts du secteur informel parce qu'ils soutiennent aussi l'économie nationale. Donc, dès lors qu'il n'y a pas de dépassement de seuil, je crois que l'ANSAT reste dans son rôle de régulation, mais fait la veille des prix et de la disponibilité pour se raviser si besoin en était. En clair, les prix sont restés les mêmes. Les prix sont actuellement les mêmes. Et ça, je voudrais préciser qu'avec le travail qui est fait, et ça, nous avons de très bonnes relations avec toutes les femmes commerçantes. Elles sont même structurées dans nos régions. Donc, avec cette intelligence qu'on a pu développer, avec la bonne intelligence dans les relations, nous avons des marchés qui sont souvent bien achalandés à tout moment, avec des prix qui sont supportables au niveau des consommateurs. Donc, c'est des prix accessibles. Alors, on va faire un petit bilan. Vous nous avez présenté donc les actions qui ont été menées, l'objectif visé en ce qui concerne cette initiative. Après un mois, justement, de déroulement de cette activité, aujourd'hui, quel bilan en dressez-vous et quelles sont les perspectives que vous fixez? Je voudrais juste dire qu'après un mois de lancement de la campagne de vente, on peut se féliciter des résultats que nous avons engagés sur la base de ce constat. Vous l'avez dit, je le confirme, et tout observateur sérieux peut l'attester. Il y a des produits sur tous les marchés. Ça, c'est déjà un premier fait. Tous les produits, le maïs, le riz, le sorgho, tout, il y en a, c'est disponible. Et les prix sont abordables, c'est à la portée des consommateurs. Ça, c'est déjà un fait. Et nous allons, et c'est l'assurance que je voudrais donner à toute la population, l'ANSAT va veiller à maintenir cet équilibre des prix sur l'ensemble du territoire national. Et après un mois, je peux de façon ramassée le bilan de nos activités. Nous avons eu à vendre dans la région maritime, au total, après un mois d'exercice, 73,8 tonnes de produits vivriers. Et c'est toute spéculation confondue. Le maïs, le riz local, le sorgho, le mil et la farine de maïs. Je voudrais préciser que nous sommes en relation avec une usine de la place qui transforme notre maïs, enfin le maïs togolais, en farine de maïs de très bonne qualité. Donc, ces produits sont mis sur les marchés sur toute l'étendue du territoire national. Dans la région maritime, 73 tonnes 8 ont été vendues. Région plateau, 3 tonnes 7. Et la région centrale, 1 tonne 8. La région de la Cara, c'est 8 tonnes 8. Et la région des Savanes, 3 tonnes 24. Ce qui fait au total 91,5 tonnes de produits céréaliers que nous avons engagés sur les marchés sur un total de 13 000 tonnes de stock de sécurité mobilisés localement. Au-delà des stocks de sécurité mobilisés localement, nous avons une quantité totale de 210,96 tonnes de riz KR vendu sur l'ensemble du territoire. Je rappelle que le riz KR est issu de la coopération entre le Togo et le Japon. Et ça, sur ce point, je voudrais dire ceci. Nous avons, depuis belle lurette, le Togo a bénéficié de ces dons en vivres du Japon. Tout simplement parce que dans le cadre de l'excellence des relations de coopération qui unissent le Togo et le Japon, notre pays bénéficie de la part du Japon d'une enveloppe financière sous forme de dons en vivres pour soutenir la sécurité alimentaire au niveau national
et reconstituer ce qu'on appelle les fonds de contrepartie qui proviennent des ventes des produits c'est des ventes des produits de cette coopération pour appuyer le gouvernement togolais dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets de développement socio-économique. Justement, mon colonel, je vais vous relancer sur cet aspect de la question. Beaucoup ont justement jugé que c'était une vente illégale. Est-ce que vous avez un mot à passer là-dessus? Oui, c'est ça qui est un peu dommage, pour vous m'excuser, le corps des médias. Vous faites un très bon travail, mais parmi vous, malheureusement, il y en a qui sont de petits amateurs, comme je peux m'exprimer ainsi. Ils ne se donnent pas la peine d'aller rechercher l'information à la source. Le projet KR n'est pas seulement un projet qui est développé au niveau du Togo. La plupart des pays de la sous-région bénéficient de ces appuis du Japon. Nous savons tous que nous avons pas mal de partenaires techniques et financiers qui aident les pays en développement, comme on le dit. Mais ils ont leur procédure et leur manière d'intervenir dans chacun de nos pays. Vous prenez par exemple les pays d'Europe, c'est de l'argent qu'ils mettent à disposition. Mais pour le cas du Japon, c'est une enveloppe financière. Donc ils commandent des produits au Japon, en Thaïlande, aux États-Unis. Ils évaluent l'enveloppe et c'est justement cette enveloppe traduite sous forme de vivres que le Japon met à la disposition d'un certain nombre de pays. Le Togo, le Niger, le Burkina, le Sénégal, il y a plein de pays qui bénéficient de cette aide. La seule condition pour gérer cette aide, c'est de renforcer la sécurité alimentaire, puisque c'est du riz, il y a aussi du blé. Mais concernant les stocks qui sont affectés à l'ensemble, c'est du riz. Vous vendez le riz sur les marchés pour permettre à toutes les couches d'en avoir accès. Et ça, je rappelle que le Togo reste déficitaire en termes de couverture des besoins en consommation de riz, malgré les efforts appréciables que le gouvernement togolais a fait. C'est ce qui justifie même la mise en place ou la mise en œuvre des projets, le PASA, le PPAO et bien d'autres projets relevant d'autres ministères. Donc, le Togo a beaucoup travaillé pour réduire le déficit, mais il existe. Donc, on a besoin d'un complément de stock pour couvrir ces besoins. Et c'est ce qui se fait à travers la coopération japonaise. Donc, une fois que vous recevez les vivres, vous les mettez sur les marchés. Et les recettes issues des ventes, ces recettes sont reconstituées en fonds de contrepartie, comme ça on les appelle, pour alimenter ou soutenir les caisses de l'État dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets de développement socio-économique, les pistes rurales, les centres de santé, les centres communautaires, bien de projets qui ont été exécutés sur la base de ce soutien dont bénéficie le Togo. Donc c'est une méconnaissance des choses. Et ça, je rappelle que le riz KR, pour le riz KR, le sac de riz de 30 kg est vendu à 10 000 sur l'ensemble du territoire national. Alors que le riz local, que ce soit à Colvier ou à Gomegoulouz ou à l'intérieur du pays, nous vendons le riz local à 13 000. Donc vous voyez la marge que les consommateurs gagnent en allant vers ce riz. Enfin, du moins, c'est les couches les plus vulnérables. Oui, je crois que ça, c'est la petite précision que je voudrais apporter. Et à Bégbé, dans la préfecture de Zio, c'était le lancement de la campagne d'achat. On a lancé la campagne d'achat qui couvre actuellement les 5 régions du pays. Mais ce que je voudrais dire par rapport à cette opération de vente, en tout cas vous l'avez constaté, je demanderais aux pessimistes de faire un tour sur les marchés de Lomé à Saint-Cassé et ils pourront confirmer ce que nous sommes en train de dire. Les prix sont revenus dans la fourchette
normal de Lomé à Saint-Cassé. Nous savons tous que l'aliment de base, c'est le maïs. Quand vous prenez la mercuriale, juste après la parenthèse de cette spéculation qu'on a constatée à partir du 21-22, aujourd'hui, les prix, comme je le disais, se situent dans une fourchette de 400 à 450 pour le Grand Lomé, et à l'intérieur du pays, c'est 325 à 400 francs le bol de maïs de 2,5. Et c'est les mêmes prix qu'on a constaté l'année dernière en la même période, c'est-à-dire que la pandémie du coronavirus n'a pas impacté les prix, et ceci sur le territoire, et ceci grâce à la prompte réaction du gouvernement togolais qui a mis rapidement les produits céréaliers à la disposition des consommateurs. Je ne voudrais pas, je dirais même, je m'en voudrais si je ne renouvelais pas mes reconnaissances ou ma reconnaissance à l'endroit des médias. Vous avez fait un travail fabuleux. Juste après le communiqué, vous avez pris ce communiqué que vous avez relayé en français et même en langue locale, annonçant la mise à disposition des consommateurs togolais quantité de céréales. Et c'est ça justement qui a desserré les taux au niveau de Lomé, surtout avec cette flambée qui naissait juste à l'annonce des mesures prises pour mieux gérer la crise. Donc félicitations à vous, mais nous avons encore du travail à faire puisque l'ANSAT, comme vous l'avez si bien dit, a lancé sa campagne d'achat de céréales couplée avec la campagne de vente. Mais maintenant qu'on a une bonne maîtrise de la situation au niveau des marchés, nous allons focaliser nos actions en direction des zones de production pour aider les paysans dans l'écoulement de leurs produits, en gardant un œil attentif sur les marchés pour éviter qu'on ait une rechute dans ces résultats que nous avons, que nous saluons tous en matière de stabilité, en matière de disponibilité, d'accessibilité des produits sur les marchés. Et relativement à la campagne de sensibilisation, il le fallait. On a voulu, je dirais, marquer d'un saut spécial cette campagne d'achat de céréales en la couplant avec une vaste campagne de sensibilisation en zone rurale pour une meilleure vulgarisation des mesures barrières prises par le gouvernement. En tout cas, de notre point de vue, et c'est reconnu, c'est le seul moyen à notre disposition pour, je dirais, pour prévenir la pandémie du coronavirus. Actuellement, il n'y a aucun traitement et notre salut, c'est, je dirais même, d'adhérer et d'appliquer à chaque point du territoire, les mesures barrières que le gouvernement togolais a prises. On ne pouvait pas avoir meilleur canal pour diffuser en zone rurale les mesures barrières. On ne pouvait pas avoir meilleur canal que le canal de la mobilisation des stocks. Nous avons commencé, nous allons encore amplifier la vulgarisation, surtout avec la mise à notre disposition de la deuxième enveloppe du budget qui va nous permettre de mobiliser 3000 tonnes encore supplémentaires pendant ce temps. Donc c'est une annonce que je voudrais faire pour rassurer les paysans que l'ANSAT va poursuivre les opérations de vente et d'achat de céréales pour soulager les paysans et leur permettre de préparer la campagne agricole qui s'est déjà installée. Vous savez que les paysans, ils ont besoin de ressources financières pour acheter les intrants, les engrais, les semences, les herbicides, les pesticides et même les machines agricoles pour lancer la campagne agricole. Il y va de la sécurité alimentaire, il y va de la bonne santé économique de notre pays, il y va aussi du rayonnement du Togo sur le plan international en termes de volume de stock de produits vivriers engagés sur les marchés, que ce soit
dans la sous-région, sur le plan international, notamment la France, les États-Unis, la Belgique et les États-Unis. Voilà, et le Canada et bien d'autres pays. Alors, mon colonel, on a également eu écho de quelques négociations que vous avez eues avec les femmes revendeuses de la localité de Zanguera. D'abord, est-ce que c'est avéré? De quoi s'est-il agi? Et de toi, est-ce que vous comptez étendre l'initiative aux autres femmes? Oui, je l'ai dit plus haut, nous travaillons en bonne intelligence avec les femmes. Et il y a un partenariat qui s'est traduit par, je dirais même la signature des contrats avec les réseaux des femmes commerçantes de produits virés sur les marchés. Vous prenez le Grand Lomé, nous sommes en relation avec les femmes des grands marchés, notamment à Dogomé, à Sié et à Kodesewa, sans oublier aussi les femmes de Zanguera. Comme vous l'avez dit, effectivement, nous avons reçu la visite des femmes commerçantes d'une partie de Lomé, je ne voudrais pas les citer, et il y a eu une première ébauche de travail et que nous avons organisé. En tout cas, on a organisé une première ébauche de travail pour sortir les grandes lignes de ce partenariat renouvelé que nous entendons mettre pour mieux gérer les conséquences de la pandémie du virus. Vous savez qu'actuellement, le gouvernement a pris des mesures pour boucler certaines zones qui sont déjà impactées par le virus. Donc le problème des déplacements se pose pour les femmes. Pour aller dans les zones rurales, acheter du maïs, ça ne se fait pas comme par le passé. En tout cas, il y a quelques difficultés. Donc elles nous ont approchés. On a eu une première séance de travail. Elles sont reparties vers leur base pour évaluer les quantités qu'elles pourraient solliciter au niveau de l'ANSET. Et ça, je dirais que oui, dès lors qu'on aura le document final, nous allons rapidement nous empresser de livrer les stocks aux femmes commerçantes, en tout cas celles qui se sont manifestées, mais en définissant un cadre dans lequel tout le monde doit rester. Les volumes de stocks, s'ils sont engagés, il y a un seuil de prix à ne pas franchir, puisque nous avons des contrôleurs de prix sur les marchés. Si d'aventure on commence à sentir que les femmes bénéficiaires de ce contrat veulent céder à la spéculation, on raye et puis on ouvre nos points de vente. Donc oui, c'est vrai, on a eu une approche et cela va se généraliser puisqu'on l'a fait par le passé. Et nous entendons relancer la même machine pour aider aussi les femmes commerçantes à avoir un peu de revenus, ne serait-ce que pour soutenir leur famille. Alors, l'autre point qu'on va également évoquer, c'est l'objectif que vous aviez visé ou que vous continuez pas à viser il y a quelques mois de cela. C'est donc l'atteinte du PND avec les 500 000 emplois prévus d'ici à 2022. Alors aujourd'hui, avec les conditions actuelles, est-ce que vous revoyez un peu l'agenda? Est-ce que cela va impacter un peu sur le déploiement d'actions que vous aurez à faire? Dans l'immédiat, en tout cas, nous sommes sereins et je crois que les paysans le sont aussi. De par les rencontres qu'on a eues avec eux, cela nous a rassuré que c'est des acteurs qui sont déterminés à porter jusqu'au bout toutes les actions inscrites dans le plan national de développement que le chef de l'État a initié. Ils sont aussi engagés à réaliser avec l'appui des autres acteurs les résultats, je dirais même les grandes cibles de ce plan national de développement. Les grandes cibles, vous l'avez dit, c'est 500 000 emplois, c'est aussi la création de richesses à tout point de vue et l'amélioration de l'économie, enfin la croissance de l'économie à hauteur de 7,6% à l'étape 2022. Les paysans y tiennent à cet engagement. Et pour qu'on y arrive, il faudrait qu'ils soient en bonne santé. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs même l'idée ou l'initiative qu'on a prise de coupler les campagnes d'achat avec la campagne de sensibilisation pour donner l'espoir aux paysans en leur disant oui, le Togo, pas le Togo seulement, toute la planète est menacée par ce virus qui n'a que des ennemis, n'a pas d'amis.
mais pour lequel on peut s'en prémunir en restant discipliné et engagé, déterminé à respecter les mesures que les autorités ont prises. Ces mesures, je me permets de les répéter, c'est le lavage systématique et régulier des mains. C'est si simple. Et vous avez remarqué avec nous que les paysans, avant même qu'on y arrive, ils avaient conçu leur dispositif lave-mains avec des matériaux du milieu. Ça veut dire qu'ils ont même l'avance sur nous qui vivons dans les centres-villes. Ça, c'est déjà un point. Et ce qui est merveilleux, il y en a qui utilisent le savon local. Ils ne sont pas obligés d'aller chercher les savons produits dans les usines. C'est là où je dirais que oui, c'est un mal qui secoue le monde, mais à travers un mal se situe un bien. Et les paysans, ils ont déjà capté le bien qui s'associe à ce grand désastre. À travers un mal, il y a un bien qui se dégage, mais pour peu qu'on se donne la peine de lire le mal et de capter les opportunités que le mal véhicule. Et le corona véhicule pas mal d'opportunités. Vous prenez les masques, au-delà des dispositifs lave-mains qu'ils ont conçus, pour lesquels je renouvelle mes félicitations. Il y a aussi les masques. Les masques que nous portons sont faits en Europe. Oui, il faut sauver la vie humaine. Mais si on est engagé à appliquer les mêmes normes, on n'a pas besoin d'un tissu européen pour fabriquer les masques. Et nous en avons. Le tissu en coton, il y en a plein en Afrique. Nous en produisons le coton, nous exportons le coton. Ils peuvent, sur la base de ce qui est produit aussi, faire les masques, mais en restant vigilants sur la qualité. C'est extrêmement important. Vous prenez le tissu, rien ne coûte aux femmes de doubler le tissu, de le tripler pour constituer plusieurs barrières aux virus qui circulent dans la nature, mais à partir de ce que l'homme rejette. Donc c'est des opportunités que nos paysans peuvent saisir dans leur milieu pour produire un masque qui n'a pas les mêmes traits que ce qui est fabriqué en Europe, mais qui comporte les mêmes qualités. Et ça, ils peuvent le faire. Vous parlez des objectifs du PND. Il n'y a pas de raison qu'on réduise les objectifs parce que actuellement, vous prenez les ratios en termes de victimes par rapport à la population, c'est moindre. Je peux vous dire qu'il y a actuellement au Togo des cas de palu. Le nombre est plus élevé que le virus Covid, donc il n'y a pas lieu de s'alarmer, surtout quand on a un gouvernement sous les orientations du chef de l'État, un gouvernement qui est déterminé à juguler rapidement la crise. Quand on a aussi le corps médical qui se bat corps et âme pour soigner les malades, et on en a beaucoup de guéris. Aujourd'hui, c'est ce qui est rassurant, alors que ce n'est pas le cas pour les pays développés. Nous disons encore merci au corps médical. Il faudrait qu'on se mobilise tous, du paysan à l'ingénieur agronome, du chercheur à l'université, au conducteur de taxi-moto, du chauffeur de véhicule, au tailleur. Il faudrait qu'on se mobilise pour nous approprier les mesures que le gouvernement a prises et surtout les appliquer où que nous soyons. Alors, vous l'avez dit, vous l'avez cité. Mal interprété aussi. Mal interprété, d'accord, ok, merci. Et nous savons tous que le secteur agricole est le véritable poumon de l'économie nationale. En plus, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi par excellence au niveau du Togo. C'est connu de tout le monde et c'est un constat. Ce qui est sûr, les résultats que nous venons de citer ne l'ont été que grâce à la vision et à la détermination du chef de l'État à définir un cadre. Je dirais même à élaborer avec le gouvernement des projets, programmes, avec l'appui des partenaires techniques et financiers pour relancer justement la machine agricole. Et ça a pris, puisque aujourd'hui, je le disais, 40% de contribution à la formation du PIB, plusieurs emplois créés sur l'ensemble du territoire, la sécurité alimentaire
totalement maîtrisés, avec des excédents, et qui ont d'ailleurs même valu, si je me rappelle, plusieurs distinctions d'une organisation mondiale. Je voudrais citer la FAO. C'est une organisation onusienne de renom qui a tous les paramètres pour apprécier les efforts qui sont faits dans chaque pays en matière à faire dans le domaine agricole. Le chef de l'État a reçu plusieurs dissertations à Rome. C'est-à-dire que sur ce point, il n'y a aucun doute. L'appareil productif de l'État permet au Togo de tenir, quelle que soit la situation. Je dirais même que nous sommes résilients. Ça, c'est maîtrisé. De l'autre côté, c'est les excédents. Et ça, il ne se fait aucun doute. C'est bien reconnu que nous avons des excédents. Malheureusement, les critiques qui sont formulées ou bien se manifestent beaucoup à Lomé. Les gens ne se donnent pas la peine de quitter la capitale Lomé pour aller vivre, ne serait-ce que certaines réalités à l'intérieur du pays. Je vais vous donner un exemple. Quand on dit que le Togo réalise plus de 110 000 tonnes, c'est sur la base des paramètres qui ont été analysés par les structures, qu'elles soient étatiques ou privées, mais c'est sur la base aussi des déclarations des acteurs centraux que sont les paysans. Aujourd'hui, toutes les zones de production au niveau du Togo dégagent quantité de céréales qui sont jusqu'à présent invendues, non écoulées. Je vous donne des exemples précis. Vous êtes journaliste, vous pouvez faire des recoupements. Dans la partie nord-est de la ville de Sokodé, c'est une zone agricole. À date d'aujourd'hui, elle a plus de 4200 tonnes de céréales, de maïs sous la main. Vous prenez Elavagnon dans la préfecture de l'Est-Ouno, c'est plus de 5000 tonnes de maïs actuellement, pour lesquelles les paysans éprouvent des difficultés à mettre sur les marchés et écouler tout simplement. Je ne vous dirai pas plus pour la préfecture de Bassar, de Dampen, de Yoto, de Blita, de Sotoubois, d'Atapamé ici, la préfecture d'Ogou, la préfecture de Tone. Les exemples sont légion. Alors justement aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas légitime, n'est-ce pas légitime les craintes ou les doutes des Togolais quand on sait qu'on est en crise sanitaire et on ne sait pas à quand l'issue de la crise? Est-ce que vous garantissez qu'à cela ne tienne, si cette crise venait à perdurer dans le temps, les stocks que nous avons pourront véritablement venir à bout des besoins des Togolais? J'ai parlé de 70 000 tonnes d'excédents, c'est-à-dire que en amont des excédents, il y a les besoins de consommation du pays. Et ces excédents, enfin ces besoins vont autour de 900 000 et 950 000 tonnes. Pour parler des excédents, il faudrait avoir, je dirais même, ce volume de stock qu'on engage sur le territoire sur une période de 1 an. Et ça, c'est garanti. Les résultats de campagne, que ce soit 2018, 2020, 2018, 2019, 2019, 2020, ainsi de suite, les résultats sont là. Nous avons cette cuvette, cette masse de stock sur le territoire pour satisfaire les commandes des consommateurs. Et cela se fait par, je vous ai dit, le secteur informel, les femmes qui se déplacent dans les communautés rurales pour acheter le maïs et venir alimenter, je dirais même les marchés d'à côté. Derrière le bureau d'un petit marché qui anime, c'est 4-5 femmes qui vendent le maïs. Ça, c'est garanti. Au-delà de ces stocks, nous avons encore 70 000 tonnes. C'est ce qu'on appelle excédent. C'est-à-dire que si on se limitait, on barricadait toutes les frontières, ce stock va pourrir. C'est ce que ça veut dire. Nous en avons pour la consommation et les 110 000 tonnes ne trouvent pas de dégagement, de chemin de dégagement. Et c'est là où ça devient grave. Quand vous prenez
les stocks de consommation pour un an, c'est les femmes commerçantes, c'est les acteurs du secteur privé. Ils n'ont pas la capacité financière d'offrir les prix à la hauteur de l'investissement paysan. C'est pourquoi je dirais tous les paysans se ruent sur la campagne d'achat de céréales de Lansat. Nos prix sont meilleurs parce que nous analysons les prix sur la base des comptes d'exploitation. On rédige les comptes d'exploitation avec les paysans. Nous savons que par hectare, le paysan a engagé tel montant pour sortir 2 tonnes et demie. Pour qu'il rentre dans ses fonds minimum, il faudrait lui prendre le maïs à 16 000. Et c'est ce que nous appliquons. Mais une dame commerçante qui fait des petits prêts au niveau des IMF ne peut pas s'offrir le luxe d'aller acheter le bol de maïs de 2,5, enfin le kilo à 160 francs en milieu rural, le transporter et venir au marché. Donc elles sont obligées de revoir les prix à la baisse, peut-être 12 000, et nous avons fait des efforts. Auparavant, c'était 4 à 8 000. Mais maintenant, de par les précisions, les informations données par les paysans eux-mêmes, ils peuvent se dire que oui, c'est mieux maintenant. Minimum 12 000, 13 000, d'autres vendent à 14 000. Mais pour autant, ils n'arrivent pas à rentrer dans leur fonds pour amortir l'investissement. C'est pourquoi ils s'orientent vers l'Ansat. Donc la meilleure façon d'encourager la production, c'est d'assister, c'est d'aider les paysans à placer les 70 000 tonnes. Si les Togolais qui sont à Lomé, qui râlent, peuvent rassurer l'Ansat que oui, on a les 950 000 tonnes qu'on a sur les marchés, mais au-delà de ça, nous allons acheter le maïs, les 110 000 tonnes de céréales actuellement disponibles. Si les pays vont acheter ça, pourquoi nous allons nous efforcer à exporter? Mais dès lors qu'il n'y a pas un créneau de dégagement, il faudrait saisir les opportunités. Sans cela, je reviens pour dire que oui, la pandémie du coronavirus, c'est une catastrophe, mais gardons la tête froide, soyons sereins pour capter les opportunités. Et il y en a. Vous prenez la situation faite par la commission de l'agriculture, la commission de la CEDEAO à travers la direction de l'agriculture, les prix risquent d'être tendus au niveau de la CEDEAO. Le Burkina est en difficulté. Quand on prend le virus, le coronavirus qu'on ajoute aux effets djihadistes, ne soyez pas sûr qu'il va avoir du stock sur les marchés 365 jours sur 3. Ce n'est pas possible. Vous prenez le Niger, c'est la même, le Tchad, le Mali, c'est la même chose, le Nigeria à côté, c'est la même chose. Dès lors qu'on a cette certitude d'avoir des excédents, prenons le calme, analysons la situation au niveau national, analysons la situation au niveau de la sous-région et captons les pistes d'opportunités qui s'offrent aux paysans pour leur permettre de relancer. Actuellement, ils nous appellent. Vous savez qu'on a une petite pause, on a observé une petite pause. Nous attendons le deuxième jet de financement au niveau du ministère pour reprendre les achats. Les paysans, ils appellent quand est-ce que vous allez revenir? Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'argent pour acheter les intrants. Et c'est ça que beaucoup de citoyens résidents, surtout à Lomé, ne connaissent pas, ils ne savent pas. Ou bien peut-être c'est par mépris au monde rural. Il faudrait qu'ils se ravisent pour rechercher les informations dans les lieux qu'il faut pour qu'ils soient, je dirais même, au même diapason que l'Ansat, au même diapason que les paysans. Parce que là, nous sommes en train de faire du tort à ces braves hommes qui travaillent pour soutenir l'économie nationale à travers les résultats de campagne qu'ils affichent. Donc, l'Ansat voudrait rassurer. Et nous allons prendre toutes les dispositions pour maintenir la sécurité alimentaire sous toutes ses formes. 1. La disponibilité des produits. 2. L'accessibilité. Ça, nous allons faire ce travail. On fera ce job avec une veille permanente et que nous déployons sur l'ensemble du territoire national. Mais les exportations des produits, des excédents, cette exportation, je dis bien cette exportation, reste d'actualité. Nous le disons sur la base des données scientifiques récoltées et qui sont vérifiables.
Alors, ceux qui pensent que les Togolais auront faim si la crise perdurait, n'ont qu'à se tranquilliser. Il n'y a aucun souci à se faire au niveau du Togo, au niveau des consommateurs. L'essentiel pour nous, c'est d'appliquer les mesures barrières, de gérer cette situation de manière à ce qu'on n'ait pas une baisse dans notre capacité de production, à tout point de vue. Alors, avant la dernière question, je vois que c'est bon. Ok, d'accord. Alors, nous allons clore cet entretien. Vous allez nous dire quelles sont les recommandations que vous faites aux Togolais en général et aux populations paysannes en fait. Le gouvernement togolais a pris toutes les dispositions, toutes les mesures pour maintenir la sécurité alimentaire du pays. Je le dis sur la base même des instructions que nous avons reçues du gouvernement pour monter au-delà des stocks de sécurité, au-delà des stocks de RICAER qui soutiennent aussi la sécurité, donc monter une réserve opérationnelle de 3 à 5 000 tonnes, quitte à réagir, on ne le souhaite pas si d'aventure, comme vous le dites, la situation s'empirait. En tout cas, ce n'est pas notre souhait et nous avons foi en Dieu. Il a soutenu le Togo par le passé, il le soutiendra à présent et dans le futur pour que le pays, le Togo, puisse continuer sa marche de développement engagée à travers la vision du chef de l'État, à travers la guidance, je dirais, du chef de l'État. Et ça, nous avons fait cela. Donc, il n'y a aucun souci à se faire. Nous allons continuer le travail et tous les acteurs du secteur agricole aussi n'ont qu'à s'investir pour que les résultats de campagne 2020-2021 soient réalisés. C'est ça qui va déterminer la maîtrise des grands résultats qui sont attendus en 2022 avec 500 000 emplois et puis un taux de croissance de l'ordre de 7,6%. Nous avons foi parce que nous avons tout le potentiel, nous avons cette volonté et nous avons aussi le chef de l'État qui guide le secteur agricole. Je parle spécialement du secteur agricole pour avoir été aux affaires. Il a beaucoup donné pour le pays, pour le secteur agricole. On a besoin de développer un pessimisme au point même de ne même pas croire au bel avenir qui se met en place à travers le plan national de développement que le chef de l'État a initié. Colonel Boukouamedali, directeur général de l'ANSAT, merci et nous tenons également à vous remercier pour la confiance que vous placez en la presse togolaise. Communiquer, ce n'est pas donner à toutes les structures aujourd'hui quand on se fie un peu, quand on a un regard transversal. Merci et on reviendra à vous, soyez sereins, d'ici quelques semaines pour faire le bilan, puisque vous l'avez dit, la deuxième grande partie sera donc amorcée très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir une fois encore. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.